En manchette ce soir, dénouement de deux importants procès dans la région. La policière Mélina Côté et le Rouyn-Norandien Philippe Leclerc de retour sur le banc des accusés. Le décès du pape François résonne jusqu'en Abitibi-Témiscamingue. Et des communautés autochtones dénoncent l'État québécois à l'ONU. On essaie d'avoir des bonnes relations politiques, puis ça n'a pas l'air d'être bien entendu ou respecté. Bon mardi, c'est un plaisir de vous retrouver ce soir. On commence à Val-d'Or, au palais de justice. Mélina Côté, la policière de la Sûreté du Québec qui faisait face à des accusations d'agression sexuelle, a été acquittée par le tribunal. Et on se souvient que lors des audiences en janvier dernier, la poursuite et la défense avaient plaidé des versions complètement différentes. Eh bien, ce matin, le juge Jean-Pierre Gervais a commencé en disant qu'il ne croyait pas les explications de Mme Côté, voulant qu'elle ait validé la version de la plaignante par message texte pour lui faire plaisir. Mais toutefois, un doute raisonnable persistait quant à la totalité des faits allégués à Mélina Côté. Et en ce sens, l'honorable juge Gervais a tranché en faveur de l'accusé. Et toujours du côté judiciaire, c'est le dernier droit dans le procès de Philippe Leclerc, coupable du meurtre non prémédité de son oncle René Leclerc. La trentaine de personnes rassemblées au palais de justice de Rouyn-Noranda ont eu le droit à un véritable coup de théâtre aujourd'hui, puisque Maître Bernier, l'avocat de la Couronne, a annoncé la lecture de 37 lettres acheminées, des lettres écrites par des membres de la famille et des proches de la victime. Et malgré une objection de la défense, le juge Maxime Roy a pris la décision que la lecture de la preuve volumineuse devait être faite, et ce, devant l'accusé Philippe Leclerc. L'émotion était pesante dans la salle de cour, alors que pendant de longues heures, cousins, sœurs et amis de la victime ont pu faire entendre leur voix devant les larmes de l'audience. La sentence devrait être prononcée dans les prochains jours. Et ensuite, à Val-d'Or, un homme dans la cinquantaine est dans un état critique après avoir été heurté jeudi dernier par un véhicule qui circulait sur la 4e rue. À ce moment-là, il était sur la chaussée et la voiture l'aurait percuté à la suite d'un virage. La Sûreté du Québec a été appelée à se rendre sur les lieux aux environs de 22 heures, après quoi l'homme a été transporté au centre hospitalier. Et un policier spécialisé en enquête de collision a été dépêché sur les lieux pour faire la lumière sur les causes, mais aussi les circonstances de l'événement. Et toujours à Val-d'Or, la Sûreté du Québec demande l'aide du public pour retrouver Emilio Pukachiche. Le jeune homme de 16 ans a été vu pour la dernière fois mercredi dernier, le 16 avril, en soirée à Val-d'Or. Il quittait son lieu de résidence du boulevard Forêt. Emilio Pukachiche mesure 5 pieds 10 pouces, a les cheveux et les yeux bruns et il portait un ensemble de jogging noir. Ensuite, la nouvelle a fait le tour du monde hier. Le pape François est décédé d'un accident vasculaire cérébral le lundi de Pâques. Premier souverain pontife originaire d'Amérique du Sud, François Ier a notamment démontré une volonté de réconciliation avec les peuples autochtones lors de sa visite au pays en 2022. Et après 12 ans de règne, plusieurs vont se remémorer sa volonté de moderniser l'Église, malgré certaines réticences parfois de ses pairs. Et 2 messes commémoratives seront organisées en son honneur mercredi à Amos et jeudi à Rouyn-Noranda dès 19 h. Je vous laisse entendre Rénal Dufour, prêtre administrateur pour les territoires du secteur nord du Témiscamingue, ainsi que Monseigneur Guy Boulanger, évêque d'Amos et de Rouyn-Noranda. En ce sens-là, je dirais pauvre François. Il a essayé beaucoup, mais l'Église catholique vit présentement une situation pré-schismatique. Alors, comment ça va se finir? On regardera dans les 5, 10, 15, 25 prochaines années. Mais il avait un regard très lointain. Et en ce sens-là, toute sa tentative de synodalité est magnifique. Mais on ne vire pas un vaisseau amiral sur un disciple. Il a ouvert aussi actuellement, on est dans une démarche synodale où il donne la parole à l'ensemble du peuple de Dieu. Je pense qu'il y a des pas qui sont faits importants. Il y a des pas au niveau de la place de la femme dans l'Église aussi. Alors, je pense qu'il y a un élan qui est donné pour que l'Église soit plus près des gens, et qu'elle soit vraiment composée des gens qui la composent. C'est ça qui est fondamental.
Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Êtes-vous attristé par le décès du pape François? » Vous avez répondu oui à 68 %. Et les nations autochtones dénoncent devant l'ONU l'attitude du gouvernement québécois à leur égard. Elles réclament une mise en application réelle de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones au Québec. Lucien Wabanonik, de la communauté de Lac-Simon, fait présentement partie de la délégation à New York. On l'écoute. D'entrée de jeu, qu'est-ce qui ne fonctionne pas présentement actuellement avec le fonctionnement? Ben, écoutez, depuis plusieurs années maintenant, les choses deviennent, me semble, de plus en plus difficiles avec la relation du gouvernement du Québec, la CAQ, finalement. On a essayé d'avoir des bonnes relations politiques, puis ça n'a pas l'air d'être bien entendu ou respecté, malgré que les droits des Premières Nations sont reconnus au niveau constitutionnel. Aussi avec la Déclaration des peuples autochtones, la Déclaration de l'ONU, mais le Québec refuse de le reconnaître et d'appliquer aucun de ces articles et ces principes-là. Donc, c'est ce qui rend la chose extrêmement difficile avec la relation avec le gouvernement, là. Par refus d'appliquer, avez-vous des exemples concrets, justement? Ben oui. On peut parler du régime forestier, par exemple, qui, notamment avec la ministre Maïté Blanchette, qui va de l'avant sans aucune modification, sans réelle volonté de nous entendre, puis de coécrire surtout le projet de législation sur le régime. Donc, ce qui fait en sorte que si ça va de l'avant, ce régime-là, ça va impacter beaucoup de monde, puis je pense de façon très négative, notamment nous, les Premières Nations, en termes de droits. Donc, la société en général va payer pour, là. C'est ce qu'on dit, nous, depuis déjà plusieurs semaines, depuis des mois même. Donc, c'est ce qui va arriver, puis on l'entend là, avec les différents intervenants, là, notamment Nature Québec, les scientifiques, les syndicats, nous-mêmes et autres entités là, qui envoient des messages clairs pourtant à ce gouvernement-là et qui refuse d'entendre raison. Là. Donc, c'est en fait pour plusieurs de ces raisons-là qu'on se retrouve aussi aux Nations Unies pour justement dénoncer cette attitude-là, cette attitude colonialiste, je dirais même, qui renie, ne reconnaît pas nos droits, là. Est-ce que vous seriez prête, parce que là, on parle depuis des nombreuses années, du moins ici au Québec, au Canada, de réconciliation, des premiers peuples, de discussion, de grande ouverture. Est-ce qu'il faut que je comprenne que la situation, en fait, la réconciliation ne marche pas? En fait, il y a clairement quelque chose qui est pris dans l'engrenage, là, en fait. Là, Ben, effectivement, au Québec, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, là. Il y a des mauvaises foi, manque de volonté ou courage politique, aussi simplement politique. La reconnaissance de nos droits implique plusieurs choses quand même, notamment qu'on va pouvoir influencer de façon très positive, nous, ce qu'on pense, si on veut amener des solutions constructives qui va être bénéfique pour tout le monde, là, pas juste nous, les Premières Nations, mais même la société en général va en bénéficier. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est, protéger le plus possible ce qui reste de l'environnement, là, de qualité. Là. Il en reste pas gros, là. Il faut s'en rendre compte, là, puis c'est ce qu'on dit depuis des mois et des mois, là, même des années. Mais effectivement, la réconciliation avec le Québec est très difficile. Toujours sur le même sujet, Lance Amun, le chef de la Première Nation de Québec, fait aussi partie de la délégation. Et de son côté, il plaide la notion de consentement libre pour le projet d'enfouissement de déchets nucléaires à Chalk River. Bon, d'ailleurs, les différents représentants ont profité de leur passage à New York pour faire un coup d'éclat important. L'Assemblée des Premières Nations a interpellé le gouvernement du Québec sur un écran géant de Times Square. Et toujours en lien avec les Premières Nations, dans la communauté de Kitsakik, le chef Régis Pinosway est sorti publiquement, pour dénoncer le manque d'accès à l'eau courante dans sa communauté. Il veut interpeller les candidats fédéraux à se pencher rapidement sur la question.
Un reportage d'Alexis Dumont. Régis Pénosoué interpelle le gouvernement fédéral d'agir dans la gestion de l'eau courante dans la communauté de Kitsakik, une ressource auquel ils n'ont jamais eu accès depuis le début de leur existence. L'accès à l'eau, c'est un élément qui est primordial pour les membres de la communauté. Ça fait des années. Là, aujourd'hui, on est en train de regarder les possibilités de voir comment on pourrait avoir l'accès à l'eau. Un autre enjeu dont M. Pénosoué souhaite se pencher est l'ajout d'un service de police propre à la communauté. Il croit que cela pourrait aider à diminuer les actes de violence et de vandalisme à Kitsakik. Il faut voir maintenant avec eux, au niveau de la sécurité publique, c'est quand même mieux les bailleurs de fonds pour nous. C'est de voir si on peut avoir notre propre sécurité publique. Consultés aujourd'hui, les députés fédéraux disent prendre le dossier au sérieux. La candidate libérale Mandy Goldmasty dit déjà se pencher sur la question et même son de cloche du côté de la députée bloquiste Sylvie Berube. Présentement, il va y avoir l'électricité à la fin de l'année. Donc, l'eau potable, c'est primordial, c'est fondamental pour une communauté. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire, le gouvernement fédéral? C'est donner de l'argent et supporter la communauté. Et en même temps, la communauté veut devenir, comme toutes les autres communautés, d'avoir des droits au niveau fédéral. Donc, c'est là-dessus qu'on va travailler. J'aimerais, comme représentant au député fédéral, vraiment augmenter le profil sur les besoins dans les communautés qui n'ont pas l'accès à l'eau courant. C'est un des dossiers qui me concerne beaucoup parce que on est ici à Québec, au Canada, on a le droit d'avoir une bonne qualité de vie, puis de l'eau, c'est quelque chose que c'est un besoin basique pour tous les humains. L'UNPD mentionne de son côté par voie de communiqué qu'il est inacceptable que Kitsakik n'ait toujours pas accès à l'eau courante à ce jour et se disent prêts à se battre pour offrir les meilleurs services possibles aux communautés des Premières Nations. Le Parti conservateur de Steve Corriveau, de son côté, n'a pas répondu à notre demande d'entrevue. Alexis Dumont, RNC Nouvelles. Et c'est la dernière ligne droite de la présente campagne fédérale. Après Val-d'Or, la semaine dernière, c'est maintenant au tour de Rouyn-Noranda d'accueillir un débat entre les candidats des 4 principaux partis de la circonscription d'Abitibi-Témiscamingue. Organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda, l'événement a débuté à 17 h du côté de l'UQAT. Le député sortant, Sébastien Lemire, se dit prêt à participer à l'exercice, mais il trouve quand même dommage que l'indisponibilité de certains candidats limite le nombre de débats organisés dans la région. Et Jérémy Junot du NPD a pour sa part envie de faire valoir ses idées et de convaincre les électeurs indécis à voter pour sa formation politique. On peut d'ailleurs l'écouter. Personnellement, je me sens quand même assez bien. Je me sens prêt aussi. On a abordé avec l'équipe du NPD Québec un peu plus les sujets en détail, savoir comment on peut défendre vraiment la circonscription et la région en tant que telle sur les enjeux qu'on a soulevés dans les questions préliminaires. Moi, personnellement, je me sens prêt. Et le projet du centre aquatique Anico Eagle de Rouyn-Noranda avance. Le contrat pour la construction a été octroyé au groupe Geyser Inc. pour un montant de plus de 26 millions de dollars. Le centre aquatique sera équipé de 2 bassins indépendants, un premier de 25 mètres divisé en 6 couloirs et un autre de 16,75 mètres pour la pratique d'activités récréatives. La valeur totale du projet est estimée à plus de 35 millions de dollars et le tout devrait être complété pour la fin de l'automne 2026. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Après la pause à la chronique culturelle, soyez des nôtres, nous vous parlerons de la 50e production de la troupe à cœur ouvert à la Sarre dans l'univers de Michel T. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. La Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda, la CCIRN, a officiellement lancé la 45e édition du concours Extra devant plus de 100 personnes réunies pour l'occasion et a assisté à une entrevue avec 8 membres de l'équipe de Moreau, l'entreprise de l'année 2024. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Justine Latroupe à cœur ouvert a annoncé ce matin sa 50e production qui va se dérouler du 10 juillet au 2 août prochain.
Et oui, Kémélia, cette année, les spectateurs pourront assister à la production dans l'univers de Michel T, un spectacle hommage à l'auteur québécois Michel Tremblay. Vous pourrez vous procurer des billets sur ticketaccès.net dès le 2 juin. Le spectacle aura lieu sous forme de cabaret aux locaux de la troupe à cœur ouvert à la Sarre et c'est la 50e production de la troupe, ce qui la rend encore plus spéciale. Voici pourquoi la troupe s'est arrêtée sur un hommage à Michel Tremblay pour son 50e spectacle. Dans le fond, on voulait avoir quelque chose qui était beaucoup québécois. On voulait avoir quelque chose qui soulignait vraiment une présence. Et Michel Tremblay, pourquoi? Parce que, bien sûr, on a joué quand même 8 pièces au cours des années. Donc voilà, tout simplement, on a décidé d'y faire un petit coucou et bien sûr de le mettre en hommage dans cette production qu'on veut lui dédier. Bien, suite, bien sûr, aux gens qui ont adoré, je pense, la formule cabaret de Noël. Alors, on les a écoutés. On a décidé de faire ça dans nos locaux encore cette année. Donc, service de bar, pièces de théâtre, bien, première partie chantée, deuxième partie pièces de théâtre. Je pense que ça va faire très différent et on souligne, bien sûr, comme tu viens de dire, Justine, notre 50e production au niveau de l'organisation au cours de ces 44 ans. La production se déroulera en 2 actes. Alors, dans la première partie, on entendra des chansons tirées des projets de théâtre musical de Michel Tremblay. Alors, on écoutera notamment des classiques tirés de Demain matin, Montréal matin, mais aussi des belles sœurs. Et en deuxième partie, place à la pièce Le Paradis à la fin de vos jours, dans laquelle on voit la mère de Michel Tremblay dans son après-vie. Alors, ce sera Lynn Rochette qui interprétera Nana et c'est vraiment un grand honneur pour elle. C'est la deuxième fois que je joue ce rôle-là, pas pour la même pièce. La première fois, elle était vivante. Là, elle est au paradis. Mais c'est un pur bonheur de jouer le rôle de Nana. On passe par toute la gamme des émotions. Il y a un bout de texte, bien, une partie que j'ai eu de la difficulté à faire sans rire. Mais vraiment, là, ça m'a pris beaucoup. Tu sais, je sais pas, mais tu te contes une histoire 50 fois, à un moment donné, tu la trouves plus drôle, là. Ça fait qu'on y va comme ça. Puis la partie suivante, j'ai eu de la misère à la faire sans pleurer. Ça fait qu'il faut s'attendre à tout. Elle est incroyable. C'est vraiment tout un personnage, cette madame-là. Et toujours au théâtre, la fameuse pièce Les Boys, inspirée des films québécois à succès, sera présentée en région en 2026. Les dates de tournée supplémentaires ont été annoncées ce matin. Alors, Val-d'Or, Amos et Rouyn-Noranda accueilleront Les Boys en 2026. Les dates exactes sont encore à confirmer, mais surveillez bien les programmes de vos salles de spectacle. Et je termine en vous mentionnant que la cagnotte de la Loto Santé 50-50 AT continue de monter. Elle est maintenant à plus de 60 000 $. Le gagnant se méritera la moitié du montant final et c'est pour une bonne cause. Alors, on vous invite à aller vous procurer des billets sur le site de la Fondation Santé de Rouyn-Noranda et de Val-d'Or. Bonne chance à tous ceux qui vont y participer. L'équipe de robotique du Cégep régional a bien fait ce week-end au championnat mondial First Tech Challenge. On parle avec le capitaine de l'équipe après la pause. Soyez là. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. L'équipe de robotique du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue a fait belle figure à Houston en fin de semaine au championnat mondial First Tech Challenge. Les Automates ont terminé à la 28e position de leur division de ce prestigieux tournoi qui regroupe quand même les 256 meilleures équipes des 4 coins du globe. William Maillet a rencontré leur capitaine à leur retour au pays. Dans le fil, là, par exemple. Zachary Martel pratique la robotique depuis le début de son secondaire. Son dur labeur a payé ce week-end à Houston, au Texas. Il a accédé avec son équipe au championnat mondial de la discipline. Le mondial, c'est 256 équipes qui se classent pour ça. Fait qu'une fois quand tu arrives au mondial, il divise ces équipes-là en 4 divisions, donc 64 équipes par chaque division. Et nous, on a réussi à terminer 28e sur 64, ce qui nous permet d'arriver à peu près à 120, la position 120 sur peut-être 256 au monde. Ça l'équivaut à peu près le 1%, on pourrait dire, des meilleures équipes au monde. Fait que c'est quand même très, très satisfaisant d'avoir fait ça. Zachary et les 6 autres membres des Automates du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue ont réussi à tenir tête aux grands programmes mondiaux de robotique.
Ces derniers ont su livrer la marchandise devant des foules de près de 10 000 spectateurs. Ce qui m'a marqué le plus, c'est le fait de dire que même si on n'a pas beaucoup de ressources, on est capable de réaliser nos rêves. T'sais, on n'a pas nécessairement des budgets de fou, ni une salle de machine shop énorme. T'sais. On est vraiment raisonnable sur tout ce qu'on a, puis on n'a pas tant d'argent pour construire ce robot-là. Fait que, même avec ces limitations-là budgétaires et matérielles, on a réussi à faire quelque chose de vraiment incroyable et se rendre jusqu'au championnat. C'est un honneur de les accompagner, parce que c'est vraiment été mon rôle à moi de les accompagner, parce que je connais rien en robotique. Moi, je suis enseignante en biologie, mais moi, j'avais les capacités de les aider, de les supporter à réaliser leurs rêves. Ce qu'il y a l'affaire, c'est que le mode de pilotage, c'est pas normal. Fondateur de l'équipe, Zachary termine cette année son parcours au cégep. Toutefois, il laisse le programme entre de bonnes mains. Sa mère, qui est également l'entraîneur de l'équipe, souhaite poursuivre l'aventure des automates. Ça a été une des expériences les plus belles de ma vie, là. Autant la compétition de Montréal que celle-là. Là. J'ai rencontré des jeunes passionnés. Fait qu'on travaille déjà à regarder comment on va faire pour rendre cette équipe-là pérenne. Les automates invitent toute la population le 8 mai à la cafétéria du campus de Rouyn-Noranda pour une démonstration de robotique. Ils montreront de quoi leur robot est capable dès 19h. William Maillet, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Maintenant, les sports de combat étaient à l'honneur samedi avec la 4e édition du Gala Gladiateurs du Nord. Près de 300 spectateurs étaient réunis à la polyvalente Le Carrefour de Val-d'Or. Quelques faits saillants de la soirée, l'école Impact Kickboxing Jiu-Jitsu de Val-d'Or s'est surpassée avec une victoire totale de ses athlètes. Et un autre moment marquant était le combat pour la ceinture de l'Est du Canada qui a été remporté par Ash Bensoud de Montréal. Donc voilà, c'est ce qui complète ce bulletin d'information. Comme mentionné plus tôt, un de nos journalistes assiste au débat électoral du côté de Rouyn-Noranda. On vous revient avec les faits saillants demain. D'ici là, passez une belle soirée sur nos ondes.